il est compréhensible que pratiquement tout le monde commence un nouveau travail avec nervosité, devant rencontrer de nouvelles personnes, trouver de nouveaux lieux, peut-être acquérir de nouvelles compétences, et certainement apprendre de nouvelles règles. Bien sûr, vous devriez déjà savoir que travailler ici avec sa responsabilité supplémentaire envers la santé et le bien-être des personnes signifie que nous acceptons une responsabilité encore plus grande que dans une entreprise ordinaire. Et, oui, nous inclut maintenant vous. C'est important, alors écoutez bien, et nous expliquerons ce que cela signifie de travailler ici. Chaque entreprise et de nombreux secteurs ont leurs propres règles et réglementations conçues principalement pour des raisons commerciales, afin de garantir que ces produits sont aussi bons que possible. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent correctement et peuvent être vendus à profit. Dans l'industrie de la fabrication de soins de santé, cela comprend la fabrication pharmaceutique, de dispositifs médicaux et de biotechnologie. Nous devons non seulement réaliser un bénéfice pour survivre, mais tout aussi important, nous devons fabriquer nos produits pour répondre aux exigences rigoureuses des agences réglementaires mondiales qui ont été chargées par leur gouvernement de s'assurer que ces produits spéciaux font non seulement le travail pour lequel ils ont été conçus, mais qu'ils sont également parfaitement sûrs à utiliser. En fait, les agences comme la FDA aux États-Unis et le EMA en Europe autorisent nos produits à être juste cela, sûrs à utiliser et régulent comment nous les fabriquons. Comme nous l'avons dit plus tôt, chaque entreprise a ses propres règles et régulations pour garantir la qualité de leurs produits. Mais dans le secteur de la santé, assurer la qualité du produit domine tout. La raison est, bien sûr, que dans votre nouveau travail, les produits avec lesquels vous êtes désormais impliqués affectent directement le bien-être personnel des individus. Les règles et les procédures décrites dans ce programme de formation ne sont pas sorties de l'esprit d'un régulateur de santé de tour d'ivoire comme une tablette de pierre parfaitement formée. En fait, ils ont été développés sur de nombreuses années et sont basés sur des expériences parfois amères. Des erreurs ont été commises par le passé, qui ont conduit à ce que des patients soient empoisonnés, déformés, et même tués par les médicaments même qu'ils espéraient qui les guériraient ou rendraient leur vie plus confortable. Dans les tout premiers jours, bon nombre de ces problèmes étaient causés par la formulation même, où un ou plusieurs des ingrédients faisaient plus de mal que de guérir le patient. Aujourd'hui, cela est très rare en raison des tests et évaluations de produits extensifs exigés par les régulateurs. Encore une fois, de nombreux problèmes de fabrication du passé ont été causés par des personnes qui ont fait les mauvaises choses et ont commis des erreurs, ce que la FDA appelle l'adultération. Ensuite, de plus, il y a la contamination. La contamination est un mot que vous entendrez assez souvent car c'est une menace constante pour la qualité du produit. Une bonne définition de la contamination est simplement toute substance indésirable qui peut nuire à un produit ou à un processus. La contamination peut être causée par la poussière constituée de pellicules de peau que les gens rejettent constamment et d'autres solides ou particules telles que des copeaux de briques ou de peinture, des morceaux de plastique cassés, des limailles de métal provenant de pièces de machines, des cheveux, des fibres textiles, et même du pollen. Puis, il y a des organismes viables, c'est-à-dire des êtres vivants capables de se reproduire comme les bactéries. De plus, il y a une contamination croisée, qui a deux implications. Premièrement, la contamination par contact ou de surface à surface se produit lorsque des personnes ou des objets touchent un élément ou une surface A puis touchent la surface B, transférant ainsi ce qui aurait pu se trouver sur la surface A à la surface B. L'autre signification de la contamination croisée est une situation possiblement provoquée par un nettoyage insuffisant des machines, où un ingrédient actif, disons l'ingrédient X, contamine un produit qui est censé ne contenir que l'ingrédient Y. Un exemple de cela pourrait être les hormones sexuelles provenant de la pilule contraceptive qui contaminent le produit dans une pilule pour la dysfonction érectile. La contamination et son contrôle seront un thème récurrent tout au long de votre formation continue, tout comme la protection du produit contre les individus, c'est-à-dire vos collègues, et oui, c'est encore vous. Il est essentiel que vous ne fassiez rien qui puisse compromettre cette protection. La règle directrice est que si vous n'êtes pas sûr, demandez. S'il n'y a personne à qui demander, ne le faites pas.
Il se peut que certaines choses dans cette présentation vous échappent, mais celle-ci ne devrait pas en faire partie. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, veuillez demander. L'utilisateur de tout produit de santé, c'est-à-dire le patient, a le droit de s'attendre à ce qu'il soit de la bonne qualité, qu'il fasse exactement ce qu'il promet de faire, ou dit autrement, comme dans notre définition de la qualité, qu'il soit apte à l'usage prévu. Le système réglementaire, les règles ou les lignes directrices permettant de réaliser cela sont appelées bonnes pratiques de fabrication, ou BPF en abrégé, parfois appelées bonnes pratiques de fabrication actuelles ou CBPF. La première chose que le nouveau personnel remarquera dans une usine opérant le GMP est un standard de ménage, la propreté et l'ordre dans toute l'usine. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, vous recevrez une formation sur les compétences ainsi qu'une meilleure compréhension du GMP. Et ce programme est conçu pour vous donner les bases, la compréhension fondamentale, afin que vous puissiez passer avec confiance à la prochaine étape de votre formation. La définition officielle de GMP est cette partie du système d'assurance qualité qui garantit que les produits sont fabriqués de manière cohérente à une qualité adaptée à leur usage prévu. Il y a 3 résultats critiques mais positifs du GMP, qui sont, premièrement, l'efficacité ou la capacité du produit à faire ce qu'il promet. Deuxièmement, la sécurité du produit doit être telle qu'il ne cause aucun préjudice. Et troisièmement, le principe général selon lequel la qualité du produit doit être parfaitement adaptée à son utilisation prévue. Les mots-clés ici sont qualité et adaptabilité à leur utilisation prévue. Lorsqu'on parle de soins de santé, cette utilisation prévue peut signifier diverses choses, comme traiter une personne malade, guérir une maladie, soulager la douleur, entreprendre une intervention chirurgicale, administrer des médicaments, prélever du sang, ou toute autre chose qui devrait améliorer le bien-être de quelqu'un mais qui pourrait causer un préjudice irréparable si cela tournait mal. La qualité de ces produits est alors absolument cruciale. Et pour nous, parce que la qualité a une signification si précise, il est essentiel qu'un produit fasse exactement ce à quoi il est destiné, qu'il délivre le bon médicament à la bonne force, en bonne quantité, dans le bon emballage et, surtout, qu'il ne cause pas de préjudice à un patient déjà affaibli par une maladie ou une blessure. Vous vous demandez probablement, comment peut-on atteindre un tel niveau de qualité? La réponse est simple et compliquée. En résumé, vous devez simplement respecter les règles de bonne pratique de fabrication. La partie compliquée, comme vous avez peut-être deviné, est qu'il y a pas mal de règles à retenir et qu'elles doivent être respectées, c'est-à-dire, obéies à chaque fois et tout le temps. Il doit être assez évident maintenant que travailler dans la fabrication de soins de santé n'est pas un travail ordinaire sans souci. Non. Travailler ici signifie être à l'extrême à la fois responsable et redevable de vos actions. La fabrication dans le domaine de la santé a progressé, et cela, comparé à seulement 20 ou 30 ans en arrière. Les usines sont construites et terminées à l'aide de matériaux appropriés, et l'équipement assure la contamination du produit et la prévention de la contamination d'un produit ou d'un matériau par un autre, pendant que la filtration de l'air maintient l'environnement associé à la capacité de capturer les particules et les micro-organismes avant qu'ils ne puissent atteindre le produit et causer des dommages. Une partie de ce contrôle est réalisée en utilisant des vêtements élaborés, qui protègent efficacement un produit des gens qui y travaillent. De plus, la documentation, les documents ou les programmes informatiques contrôlent et enregistrent chaque lot de produits. Ils sont tous construits sur les protocoles de bonne pratique de fabrication actuels. Heureusement, vous n'avez pas à tout apprendre en une fois. À partir de maintenant, votre formation est un programme continu d'amélioration. Mais en attendant, souvenez-vous, la règle est que si vous ne savez pas, demandez. Et si vous ne pouvez pas demander, ne le faites pas. En suivant les BPF, soit les bonnes pratiques de fabrication, on s'attend à ce que le produit soit de la bonne qualité lorsqu'il atteint le patient.
Une bonne question à se poser lorsque vous travaillez avec ces produits est: serais-je heureux que ceci soit offert à un membre de ma famille? Ou peut-être, encore plus près de chez moi, serais-je heureux si on me l'administrerait? Il ne doit jamais y avoir de doute dans votre esprit quant à la réponse à cette question. S'il y en a, ne le garde pas pour toi. Dites-le à votre superviseur. Les principes de base et de bon sens des BPF stipulent que chaque produit doit être exactement sans altération, contamination et détérioration, que le produit doit être dans un conteneur correctement scellé et intact, que le conteneur doit être le bon pour ce produit et qu'il doit comporter une étiquette affichant toutes les informations nécessaires sur le produit, que si nécessaire, le produit doit être accompagné d'une notice d'information sur le produit donnant des informations sur la posologie et les effets secondaires possibles. Et surtout, cela doit être le produit tel qu'il est décrit sur l'emballage. Permettre à un produit contaminé de s'échapper serait déjà assez grave. Mais permettre à un produit frelaté de se faire passer pour un autre, cela pourrait être catastrophique pour le patient. Pour obtenir ces résultats finaux, il faut que des vérifications et des précautions soient prises à chaque étape de la fabrication. Il est intéressant de noter qu'au premier jour, lorsque la fabrication de médicaments est passée d'un métier artisanal pour apothicaire à un processus de fabrication industrielle, il y avait peu de contrôle et très peu de vérification de la qualité du produit final. Puis le contrôle de qualité a été introduit, ce qui nécessitait et nécessite toujours de tester le produit final. Mais parce que cela signifie presque toujours des tests destructifs, parce que pour le tester, il faut le détruire, seule une petite proportion du total pourrait être évaluée. Et, bien sûr, les tests ne peuvent pas améliorer la qualité du produit. Il ne peut que signaler si l'échantillon prélevé est bon ou mauvais. Ensuite, le système d'assurance qualité a été introduit, où les actions pour chaque étape de chaque processus étaient prédéterminées, et sur lequel un contrôle de supervision était exercé pour garantir que la qualité de chaque étape était assurée comme nécessaire. Aujourd'hui, les tests de produits finaux sont toujours parmi nous et tous les systèmes de qualité suivent toujours les principes de l'assurance qualité. Mais maintenant, nous appliquons également le concept de gestion des risques où chaque processus est également évalué étape par étape pour le niveau de risque qu'il présente. L'intention de ces systèmes est que la qualité, c'est-à-dire l'aptitude à l'usage, doit être intégrée dans chaque processus, du début à la fin. Ce qui signifie, pour chaque produit du début à la fin. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la bonne pratique de fabrication actuelle. Adéquation à l'usage. GMP s'applique dès l'instant où les matières premières entrent dans l'usine. En fait, il commence plus souvent par effectuer des audits de qualité chez les fournisseurs de ces matières premières pour vérifier leur système de qualité. Dans notre usine, cela se poursuit à travers le stockage et la collecte de matières premières, puis à travers l'échantillonnage de contrôle qualité, ensuite à travers chaque processus de fabrication, de nouveau à travers l'échantillonnage et les tests de produits finis de contrôle qualité, jusqu'à l'étiquetage, l'emballage, l'entreposage final et l'expédition du produit fini. Plus tôt, nous avons mentionné que l'agence de régulation délivre la licence de commercialisation et régule également la manière dont les produits s'y conforment. Eh bien, ils font cela par inspection. Qu'ils soient appelés inspecteurs de médicaments ou enquêteurs, ils ont le droit d'effectuer des inspections rigoureuses de chaque usine, et dans les pires cas, ils ont le pouvoir de les fermer pour non-conformité. Ce niveau de qualité, c'est-à-dire, cette aptitude continue à l'usage, ne peut être maintenu sans un contrôle rigoureux à la fois du processus et des personnes qui y travaillent et y contribuent. La rigueur des règles peut sembler excessive à quelqu'un qui débute tout juste dans le secteur, et nous avons l'impression de le répéter souvent. Cependant, il est absolument vital que tout le monde respecte les règles dès leurs premiers jours de travail. Faire quelque chose de la mauvaise manière peut affecter le travail des autres ainsi que le vôtre. Et souvenez-vous toujours de demander et de continuer à demander jusqu'à ce que chaque tâche vous soit parfaitement claire.
Et jusqu'à ce que vous soyez totalement formé et familier avec votre travail, faites extrêmement attention. Alors, comment un contrôle aussi rigoureux est-il réalisé? Simple. Par une documentation exhaustive. Il existe deux types de documentation, les documents d'instruction et les rapports. Nous commencerons par les instructions, qui se divisent en deux types. D'abord, des documents qui nous disent quoi faire. Et deuxièmement, des documents qui nous expliquent comment le faire. Puis il y a deux catégories de documents sur le comment et quoi faire. Premier, procédures opérationnelles standards ou SOPS en abrégé. Et deuxièmement, les spécifications du produit. Les SOP décrivent des opérations qui ne sont pas directement liées au processus de production et couvrent toute la gamme de procédures auxiliaires et de soutien. Ils comprennent le nettoyage, l'entretien, les considérations environnementales, les procédures d'échantillonnage, l'hygiène personnelle et l'habillage de l'opérateur, pour n'en nommer que quelques-uns. La plupart des entreprises ont plusieurs centaines de SOP en circulation actuelle. Mais ne vous inquiétez pas. Chacun d'eux est un sujet pour une formation détaillée et spécifique. Tout ce qui est spécifique au processus de production est soumis à la deuxième catégorie de documents d'instruction, qui comprend les spécifications du produit qui donnent des détails précis sur le contenu de chaque produit et contient la spécification pour chacune des matières premières, ce qu'est la matière, ce qu'elle contient, et à quel point elle doit être pure. Ensuite, l'emballage. La spécification pour l'emballage décrira sa taille, sa forme et sa matière, que ce soit du plastique, du verre, du papier d'aluminium ou du carton, puis le produit lui-même, comment il est produit. La spécification du produit décrit exactement tous les ingrédients qui ensemble créent le médicament fini. Ensuite, il y a des instructions de fabrication par lot qui détaillent chaque étape pour assembler ces éléments, en réalité, pour fabriquer le produit. Cela peut être appelé autrement, mais, essentiellement, c'est un calendrier détaillé du fabricant pour chaque lot individuel d'un produit. De même, toutes les opérations dans le processus d'emballage sont détaillées dans une instruction ou une feuille d'emballage. Mais comme vous le réaliserez, rien n'arrive isolément, et un planning de production par lot pourrait bien faire référence à une procédure opérationnelle standard. Un exemple pourrait être une procédure de nettoyage spéciale, qui est nécessaire avant qu'une opération de fabrication spécifique puisse avoir lieu. L'autre type de documentation est les rapports qui enregistrent ce qui s'est passé. Naturellement, là où la qualité est si importante et les erreurs si dangereuses, il est essentiel que les dossiers soient complétés correctement et avec précision. Comme leur nom l'indique, les registres de fabrication et d'emballage par lot enregistrent ce qui a réellement été fait. Ils devraient être terminés au moment de l'événement, jamais plus tard, quand cela pourrait sembler plus pratique. Par exemple, lorsque vous vérifiez quelque chose, vous devez signer le registre pour montrer exactement ce que vous avez vérifié. Cependant, s'il y a quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord ou qui ne vous satisfait pas, ne signez pas le registre, et ne signez jamais pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement votre tête sur le billot, mais dans le pire des cas, selon le produit, quelqu'un pourrait mourir. Oui, mourir en conséquence. Nous faisons tous des erreurs. Donc si vous en faites un, il est important de l'admettre et de s'assurer que les bonnes personnes sont informées. Il n'est pas question de prendre des mesures disciplinaires pour une erreur honnête, librement et rapidement admise. Mais c'est votre responsabilité si votre erreur vous dirige vers le processus de production. Rappelez-vous, la vie de quelqu'un pourrait être en jeu. Cependant, parce que les conséquences peuvent être si graves, les sanctions pour avoir tenté de nier ou de cacher une erreur sont susceptibles d'être sévères. Toutes les entreprises autorisent la correction des erreurs mineures et triviales tant que toutes les corrections sont transparentes. Si l'erreur est un écrit sur un formulaire ou un registre, la façon de la gérer est de barrer l'erreur une seule fois avant d'entrer les données correctes. La nouvelle entrée devrait ensuite être signée et datée. Comme pour tout remplissage de formulaire et tenue de registre, la correction doit être faite sur le moment, pas plus tard. Et,
bien sûr, c'est encore plus important si l'information est compliquée, comme la lecture des données provenant d'instruments. Une interdiction importante, jamais utiliser des correcteurs liquides ou, en effet, quoi que ce soit d'autre qui effacerait. Peut-être si sérieux, les sanctions pour avoir tenté de nier ou de cacher une erreur sont susceptibles d'être sévères. Toutes les entreprises permettent la correction de petites erreurs insignifiantes tant que toutes les corrections sont transparentes. Si l'erreur est un écrit sur un formulaire ou un enregistrement, la manière de la traiter consiste à barrer l'erreur une fois et une seule avant de saisir les données correctes. La nouvelle entrée doit ensuite être signée et datée. Comme pour toutes les formalités administratives et la tenue de dossier, la correction doit être effectuée sur le moment, pas plus tard. Et, bien sûr, cela est encore plus important si l'information est compliquée, comme par exemple la lecture des enregistrements d'instruments. Une règle importante à ne jamais enfreindre, n'utilisez jamais de correcteur liquide ou, en effet, quoi que ce soit d'autre qui effacerait l'entrée originale. Il est essentiel que toute personne lisant un registre formel puisse voir à la fois l'erreur et la correction. Parfois, des erreurs plus importantes se produisent, des choses qui ne sont pas de simples erreurs documentaires, et celles-ci sont appelées déviations. Et toutes les entreprises utilisent des systèmes de déviation pour gérer de telles occurrences. Le sujet des écarts est assez grand pour mériter un programme à part entière. Alors, tout ce que nous dirons maintenant, c'est que, pour mémoire, la plupart des écarts ne se produisent pas à cause d'insuffisance de l'opérateur ou même de stupidité, mais parce que le processus ou l'état du processus pourrait bien nécessiter une attention supplémentaire ou un dispositif de prévention. Une autre chose à retenir à propos des dossiers, non seulement vous devez les signer, mais pratiquement tous les dossiers doivent être contresignés par quelqu'un d'autre pour vérifier que l'action est telle qu'enregistrée. Et cela signifie qu'ils ont dû observer l'action. Cependant, pour une raison quelconque, encore une fois, si vous avez le moindre doute à n'importe quel stade de votre formation, demandez à votre superviseur. C'est un fait de la vie que nous, les humains, sommes l'une des plus grandes sources potentielles de contamination dans l'industrie des soins de santé, si ce n'est la plus grande. C'est pour cette raison que certaines des règles les plus strictes régissant votre travail concernent en réalité des choses qui, dans beaucoup d'autres emplois, ne seraient l'affaire de personne d'autre que la vôtre. Dans cette industrie, vos habitudes personnelles sont d'un intérêt plus que simplement social. Ce n'est pas seulement une question de savoir si vous sentez comme un bouquet de fleurs primées ou si vous pourriez renverser un rhinocéros en furie simplement en levant les bras. En jeu, ce sont les choses que vous apportez au travail en dehors de vos compétences et de votre enthousiasme. Chacun d'entre nous héberge un grand nombre de micro-organismes ou de germes, à la fois dans et sur notre corps. Vous en apprendrez davantage à ce sujet pendant votre formation, mais pour l'instant, il est suffisant de savoir que lorsque nous sommes en bonne santé et en forme, ces micro-organismes ne nous font aucun mal. En fait, nous avons besoin de beaucoup d'entre eux et de leurs activités pour vivre. Mais leurs effets peuvent être dévastateurs s'ils pénètrent dans les médicaments, en particulier les médicaments injectables ou les gouttes pour les yeux à l'intérieur des dispositifs médicaux ou même certains cosmétiques. Ces produits doivent être protégés de ces organismes, dont beaucoup vivent et se multiplient sur notre peau. Et dans le cours normal de nos vies, nous libérons chaque jour dans l'atmosphère des millions de particules de peau que nous perdons. L'hygiène personnelle est donc essentielle dans cet environnement. La peau, les cheveux et les vêtements doivent être maintenus scrupuleusement propres en tout temps, avec un soin particulier à accorder aux mains, y compris aux ongles et aux cuticules. La plupart des règles vous sembleront évidentes, comme toujours se laver les mains après être allé aux toilettes ou lorsque vous revenez d'une pause. Ne touchez jamais le produit ou les parties de la machine qui entrent en contact avec le produit sans porter de gants appropriés. Les vêtements de protection sont une ligne de défense cruciale pour le produit et le protocole de vêtements diffère selon le travail effectué. Une règle peut être moins évidente est que vous devriez toujours signaler toute maladie, infection ou blessure dès que vous arrivez au travail. Et cela inclut des conditions telles que les coups de soleil.
il peut être nécessaire de vous réaffecter à un secteur moins sensible jusqu'à ce que vous soyez à nouveau en pleine forme. Certaines choses doivent être totalement interdites dans les zones de production, y compris manger, mâcher du chewing-gum, boire et fumer, dont les effets peuvent être nuisibles pendant au moins 1 heure après votre dernière bouffée. Renforçons simplement cela. En dehors des zones de repos désignées, vous ne devez jamais manger, boire ou mâcher. Et, historiquement, on n'a jamais pu fumer dans une salle blanche. Cependant, de nos jours, il est probable que vous n'êtes pas autorisé à fumer n'importe où au travail. En règle générale, les directives de contrôle de la contamination interdisent également le port de montres, de boucles d'oreilles, de bracelets ou d'autres bijoux. Et parfois, même l'utilisation de parfums ou de déodorants peut causer une contamination, car les vapeurs qu'ils dégagent. Mais toutes ces choses seront soumises à des instructions spécifiques, en fonction du produit fabriqué et de la zone dans laquelle vous travaillez. De toute évidence, vous devez toujours travailler avec soin et ordre, et éviter de créer de la poussière et des déversements. Si vous avez un accident et renversé quelque chose, il faut le nettoyer immédiatement. Toujours travailler de manière constante et délibérée, mais ne vous précipitez pas. Enfin, veuillez toujours suivre les instructions avec précision. Et si vous n'êtes pas sûr que ce que vous êtes sur le point de faire est correct, ne le faites pas avant d'avoir demandé conseil à un superviseur ou à un collègue expérimenté. Souvenez-vous, en cas de doute, demandez. L'application des bonnes pratiques de fabrication, ou BPF, est, à première vue, simplement une question de respect des règles. Mais c'est plus que de suivre aveuglément les instructions. Bien qu'il soit essentiel de respecter les règles et d'exécuter les instructions avec précision, l'application des CGMP est autant une question de développement d'une attitude au travail, une attitude visant à garantir que la qualité du produit est en tout point adaptée à son utilisation prévue. Vous devriez être familier avec et suivre les procédures opérationnelles standards. La documentation d'instruction doit être suivie à la lettre. Les dossiers doivent être complets, à jour et signés. Les étiquettes et les emballages doivent être spécifiques et précis. Prenez grand soin de votre hygiène personnelle. Portez correctement les vêtements appropriés. Signalez toute maladie, infection et blessure. En cas de doute, demandez. Ce programme a été votre première brève introduction aux bonnes pratiques de fabrication actuelles. Vous en apprendrez beaucoup plus à ce sujet et sur votre rôle spécifique dans les semaines et les mois à venir. Mais maintenant, vous devriez comprendre ces besoins spéciaux et vos responsabilités personnelles dans cette industrie très exigeante, et vous pouvez rejoindre l'équipe en toute sécurité.